Existe-t-il une façon de mesurer l'importance des entraîneurs à l'heure d'expliquer les résultats de leur équipe? Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à surévaluer l'importance des entraîneurs dans le football? Les entraîneurs servent-ils vraiment à quelque chose? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Ces derniers temps, j'avais envie de reprendre ces grandes questions au sujet du football. En voici une pour aujourd'hui. Les entraîneurs servent-ils vraiment à quelque chose? Le métier d'entraîneur, il est assez particulier parce que tout le travail invisible d'une semaine, il va être reflété le week-end lors des matchs. Durant la semaine, le travail quotidien, on ne sait pas vraiment de quoi il est fait. On ne sait pas combien de temps les entraîneurs travaillent, on ne sait pas ce qu'ils travaillent et pour certains, on ne sait même pas si ils travaillent. Il y a des bruits de couloir qui courent au sujet de certains entraîneurs comme quoi ils seraient plutôt paresseux. Les entraîneurs, ils sont toujours en première ligne, ils encaissent tous les coups et souvent on entend l'équipe elle a gagné malgré l'entraîneur ou c'est pas grâce à l'entraîneur que l'équipe a gagné. A contrario, quand l'équipe perd, c'est toujours de la faute de l'entraîneur et les entraîneurs ont souvent cette phrase « j'assume l'entièreté de la responsabilité de la défaite d'aujourd'hui ». La thèse que je vais défendre aujourd'hui, c'est une thèse assez radicale qui dit que l'importance des entraîneurs à l'heure d'expliquer les résultats de leur équipe, elle est vraiment minime. Cette thèse-là, elle a été développée par les auteurs du livre Soccernomics, un livre que j'ai vanté à de maintes reprises sur la chaîne, et elle dit la chose suivante. Si on prend une période de 10 ans, il existe une corrélation de 90% entre la position d'une équipe au classement des salaires d'un championnat et la position de cette même équipe au classement sportif de ce même championnat. Corrélation de 90% entre ces deux éléments. Autrement dit, si une équipe sur une période de 10 ans elle est 14e au classement des salaires du championnat, elle sera 14e au classement sportif. La corrélation elle est extrêmement forte. Le niveau de salaire est déterminant pour estimer la qualité d'une équipe. C'est une façon de mesurer la qualité des joueurs en fait parce que le football est un marché et en vertu des lois du marché, les meilleurs éléments sont ceux qui sont payés le plus. On comprend donc que la corrélation entre ces éléments-là est tellement forte, la qualité des joueurs qui est reflétée par le niveau de salaire, elle explique tellement de choses que la marge de manœuvre ou l'influence que peuvent avoir les entraîneurs sur le résultat de leur équipe, sur le classement final d'une équipe au championnat, parce qu'ici on ne parle pas de l'influence des entraîneurs sur un match, on prend le long terme, une saison, l'influence des entraîneurs, elle est vraiment minime. En vertu de ce constat sans appel, l'étape suivante pour les auteurs, ça a été de déterminer quels sont les entraîneurs qui ont vraiment une influence sur le résultat de leur équipe. Quels sont les entraîneurs qui surperforment et les entraîneurs qui sous-performent? Quels sont les entraîneurs qui peuvent prendre une équipe qui est 14e au classement des salaires et la faire figurer plus haut ou alors à terminer 19e et là on verrait vraiment qui sous-performe. Pour cela, ils ont pris un échantillon qui s'étale sur 37 années de Première Ligue, 699 entraîneurs qui ont été étudiés et le résultat est le suivant, il y a seulement 10% des entraîneurs qui ont une influence positive sur le résultat de leurs équipes, 10% des entraîneurs seulement qui surperforment. Les auteurs, ils ont cette phrase où ils disent « La vaste majorité des entraîneurs n'a pratiquement aucune influence sur les résultats finaux de leur équipe. » Et les entraîneurs qui ont vraiment une influence positive sur les résultats finaux de leur équipe, ce 10%, ce sont les bons entraîneurs du coup, parce qu'ils ont une influence positive, et les entraîneurs qui, à la différence des autres, durent le plus longtemps dans le métier. Johan Cruyff le disait quand il était entraîneur du Barça, et Johan Cruyff c'était un entraîneur qui était interventionniste et pour le coup il avait vraiment une influence positive sur les résultats de son équipe, il disait 90% du temps, si vous avez de meilleurs joueurs que l'adversaire, vous allez remporter le match. Luis Aragonés, avant l'Euro 2008, il dit « Si avec la qualité des joueurs que j'ai, j'arrive pas à remporter l'Euro, je suis nul, je suis un entraîneur qui ne vaut rien du tout. » Et vous avez aussi ces fameux cas d'autogestion. Exemple, Real Madrid 1998, Jupp Heynckes, le pauvre, se fait martyriser par son vestiaire, il n'y a rien qui va dans ce vestiaire d'ailleurs, ça n'a pas empêché l'équipe de remporter la Ligue des Champions. Alors attention, il ne faut pas à partir de cas particuliers faire de grands exemples et chercher à dresser des tendances ou faire des généralités. On a tous en tête des entraîneurs qui révolutionnent un club, qui changent tout et qui surperforment vraiment. Mais les entraîneurs qui surperforment, généralement, ils surperforment à un club et pas dans les autres clubs qu'ils ont eu avant ou après dans leur carrière. Un Paco Gémez, il surperforme au Rayo Vallecano et puis plus jamais. Un David Moyes, à Everton, il surperforme, ce ne sera pas le cas à Manchester United, à West Ham ou à la Real Sociedad. Même chose pour un Christian Gourcuff ou un Vincenzo Montella.
Ce constat il vaut aussi pour les grands entraîneurs. On l'a vu avant, les bons entraîneurs sont ceux qui font partie de ce 10%, cette minorité qui effectivement a une influence positive sur les résultats finaux de leurs équipes, étant donné qu'ils surperforment. On a tous en tête ces exemples d'entraîneurs, grands entraîneurs, qui arrivent dans un club, qui changent des choses, qui mettent en place un nouveau style de jeu et on peut véritablement ressentir leurs pattes. Pourtant, ils ont davantage une influence sur le style de jeu, sur la qualité du football proposé que sur le résultat final. Et la particularité des grands clubs, c'est qu'il arrive, et c'est pas rare, qu'il y ait une dissociation entre la qualité du football proposé et la qualité du résultat final. On peut parfaitement imaginer qu'un entraîneur arrive à Manchester City, il met en place un football complètement différent du football prôné par Guardiola et qu'il arrive au final, comme Guardiola, à remporter la Première Ligue. Un exemple très parlant, c'est celui du Bayern. Ils ont eu Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac, Hans-Dieter Flick. Ça ne les a pas empêchés de remporter le titre à chaque fois. Certains Bayern étaient meilleurs que d'autres, bien meilleurs que d'autres. Au final, chaque fois l'équipe a remporté le titre. Et dans le cas de ces entraîneurs-là, on ne peut même pas dire qu'ils ont surperformé parce que le Bayern, tout le monde s'attend à ce qu'il remporte le titre en fin de saison. Autre exemple, Sarri. Avec la Juventus la saison passée, son équipe elle ne jouait pas bien, elle a remporté le titre. Quand il gagne l'Europa League avec Chelsea, on ne sent pas vraiment la patte Sarri, on a l'impression que Sarri a renié ses idées. L'équipe remporte l'Europa League. Lucien Favre à Dortmund, il termine deuxième. Tout le monde s'attend à ce qu'il termine deuxième. C'est difficile de louer le travail de Lucien Favre parce qu'il fait ce qu'on attend de lui. On ne peut pas dire que l'équipe il la fasse surperformer ou qu'il ait vraiment une influence positive sur le résultat en fin de saison. Et puis à l'inverse, vous avez ces cas, c'était le cas de l'Espagnol la saison passée au Fulham il y a 2 ans, où les entraîneurs se succèdent sur le banc et on se rend très rapidement compte que le problème c'est pas l'entraîneur, l'effectif n'est pas assez bon et l'équipe évidemment en fin de saison elle descendra. D'ailleurs, les changements d'entraîneur à long terme, au cours d'une saison, ils ont très peu d'influence. Très peu d'influence. Parce que la qualité des joueurs, c'est ce qui détermine, encore une fois, le résultat final. L'enjeu pour les clubs, c'est véritablement de trouver ces bons entraîneurs, ces entraîneurs qui vont faire que l'équipe surperformera. Ou au moins de trouver un entraîneur qui fera que l'équipe ne sous-performera pas. Le cauchemar d'un président, c'est de se retrouver sur les bras avec un entraîneur qui ne tire pas le meilleur de son équipe, qui l'a fait sous-performer. Mais au milieu de ces deux extrêmes-là, vous avez toute une tendance d'entraîneurs qui font ce qu'ils ont à faire, ils font leur travail. C'est difficile de dire s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais, ils font juste leur travail. Et on le voit dans le cas des grandes équipes, c'est toujours frappant. Quand le travail n'est pas fait, l'équipe, elle souffre. Surtout si en face, l'entraîneur adverse a fait son travail. Mais dès qu'on fait un peu le travail, ça va bien se passer parce que les qualités des joueurs reprennent le dessus. C'est très frappant dans les stades de pressing. Quand vous voyez les meilleures équipes d'Europe qui pressent le mieux, c'est pas forcément dû au travail de l'entraîneur. L'entraîneur, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est pas forcément dans tous les cas un génie du pressing. C'est juste que les joueurs des grandes équipes sont meilleurs physiquement, beaucoup plus endurants et souvent beaucoup plus rapides, et ils ont un meilleur sens tactique. La qualité des joueurs, encore une fois, elle fait toute la différence. Un entraîneur qui a énormément surperformé ces dernières années, c'est Mauricio Pochettino. Un autre, Diego Simeone. Ça, c'est une enquête de The Economist qui le met en avant. Les auteurs de cette enquête ont utilisé une autre méthode que la méthode utilisée par les auteurs de Soccernomics, mais ils arrivent aux mêmes conclusions. Et l'enquête de The Economist, elle dit que sur toutes les saisons où Simeone a été à l'Atlético de Madrid, il a rapporté 4 points de plus par saison en moyenne qu'un entraîneur lambda. Autant que ce que pourrait apporter le 50e meilleur joueur du monde si l'Atlético le recrutait. Dans d'autres termes, si l'Atlético vire Simeone et met à sa place un entraîneur lambda sur le banc, il pourrait compenser cette perte moyenne de 4 points par saison qu'apportait Simeone par le passé, par la présence sur le terrain du 50e meilleur joueur du monde. Encore une fois, l'influence des joueurs à l'heure d'expliquer les résultats finaux d'une équipe, elle est hyper importante. Et puis, parfois, la surperformance des entraîneurs, elle n'est pas due aux qualités des entraîneurs, elle est due à la chance. Ou dans d'autres cas, c'est le club entier qui surperforme, par exemple, grâce à un très bon recrutement. C'est le cas de Séville. Séville, il recrute tellement bien qu'on a l'impression, c'est pas une impression, ils surperforment, mais c'est pas toujours grâce à leurs entraîneurs, souvent c'est grâce à leur département de scouting. Même chose pour Liverpool. Liverpool, c'est une équipe qui recrute extrêmement bien et les surperformances de Jürgen Klopp, à quel point est-ce qu'elles sont dues au génie de l'entraîneur, à quel point elles sont dues au fait que ça recrute extrêmement bien, mieux que personne en Europe du côté de Liverpool, c'est une bonne question. Un exemple qui est encore plus parlant, c'est celui de Leicester. On pourrait se dire, Claudio Ranieri, durant la saison où Leicester remporte le titre, c'est le super performeur.
Mais pas vraiment, parce que ni avant dans sa carrière, ni après, Ranieri, il a surperformé. En fait, Leicester a tellement bien recruté, on est obligé d'attribuer aux scouts un rôle prépondérant, un rôle majeur dans le titre de cette année-là. On ne peut pas imputer l'entièreté du succès de la surperformance à Claudio Ranieri. On va reprendre l'exemple de Liverpool 2 secondes. Évidemment que Jürgen Klopp a eu une influence positive sur le résultat de ce club-là, il a changé la face de ce club-là. Meilleur entraîneur du monde, deuxième meilleur entraîneur du monde, c'est vous qui voyez. N'empêche qu'il ne faut pas occulter que Liverpool a un super département statistique, super département de scouting. L'intronisation dans le staff d'un Thomas Gronenmark, elle a aussi eu son influence. Et d'une manière plus générale, les staffs des grands clubs sont tellement étendus que c'est parfois difficile de savoir à quel point l'entraîneur principal, c'est grâce à lui que l'équipe est bonne. Vous avez un spécialiste des coups de pied arrêtés, un analyste de l'opposition, un spécialiste du sommeil, un préparateur physique, etc., etc. Guardiola et Klopp, quand ils arrivent respectivement à Liverpool et City, ils font venir dans le club une diététicienne et évidemment que cette personne-là, elle a son rôle à jouer dans les résultats positifs de l'équipe. Mais on dira City est fort ou Liverpool est fort grâce à Klopp, grâce à Guardiola. Il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière à qui il ne faut pas retirer des mérites. Et une chose aussi très intéressante qu'on peut mentionner, c'est que les entraîneurs actuellement, ce sont toujours plus des entraîneurs et toujours moins des managers dans le sens manager de club. Avant, les entraîneurs, ils étaient en charge, surtout en première ligue, du recrutement. Et c'est aussi là, grâce à leur qualité de recruteur, qu'on pouvait voir leur influence. Ferguson, durant de nombreuses saisons, il a surperformé. Et ce n'était pas forcément grâce à sa qualité de tacticien ou de coach qui passait du temps sur le terrain. Il avait d'ailleurs tendance à déléguer pas mal et lui il se retranchait dans son bureau pour gérer le recrutement. Du fait qu'on a enlevé cette facette-là du travail des entraîneurs actuellement, eh ben, c'est bien possible que leur influence soit toujours plus réduite. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais me poser une question afin d'être un peu critique envers l'approche des auteurs. Pour cette raison, sur Twitter, je vous ai demandé pour vous quel était le meilleur entraîneur du monde entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola et pour quelles raisons. Et désolé, je vous ai un peu piégé, c'était pas tant pour clore le débat ou pour obtenir une réponse, c'était plutôt pour voir quels critères vous utilisiez. Est-ce que pour vous, ce critère de la surperformance, c'est ce qui fait qu'un entraîneur est bon? Parce que pour les auteurs du livre, c'est assez clair que Jürgen Klopp serait un meilleur entraîneur que Pep Guardiola parce que Jürgen Klopp surperforme plus. Guardiola, il a toujours eu des équipes qui devaient finir, ou quasiment toujours eu des équipes qui devaient finir top 1 du championnat si on prend l'échelle des salaires qui est encore une fois déterminante. Et bien pour vous, il y a plein d'autres dimensions qui rentraient en ligne de compte et vous avez été minoritaire à mettre en avant cette idée de surperformance, cette idée selon laquelle Jürgen Klopp il prend une équipe moyenne et il la transforme en une machine de guerre. Pour vous, ce qui semblait compter, c'était par exemple la complexité ou le degré de perfection d'une approche, à quel point l'entraîneur était bon dans les détails, à quel point la qualité du football proposé était bonne, les modulations tactiques, à quel point l'entraîneur peut maîtriser plusieurs registres qui importaient et aussi la gestion humaine. Et c'est vrai qu'un entraîneur, disons Antonio Conte, allez, au hasard, qui surperforme dans un club, mais qui après 2 saisons a le club sans dessus-dessous et que c'est la guerre, ça nous fait une belle jambe. Enfin, certains d'entre vous m'ont parlé de l'importance de ce que l'entraîneur transmet, cette communion qui peut exister entre lui et les supporters, ou même lui et une ville, ces choses qui vont bien au-delà du terrain de jeu, mais qui comptent. Et c'est vrai qu'actuellement, ce sont des choses qui comptent. L'année passée, le journal Le Temps avait publié un article dans lequel était souligné l'importance actuellement pour les entraîneurs des grands clubs de maîtriser leur communication, de maîtriser leur image. C'est pour ça que certains prenaient des cours d'accent, certains comme Allegri prenaient des années sabbatiques pour apprendre l'anglais. Il y avait tout un travail qui était fait pour que l'entraîneur renvoie une belle image et ça compte pas seulement pour les supporters et pour se mettre les supporters dans la poche, ça compte aussi pour les clubs parce que l'entraîneur, c'est la personne qui représente le plus le club publiquement vu qu'il est très souvent en conférence de presse et il se doit de renvoyer une bonne image. C'est pour ça par exemple qu'un Zinedine Zidane est très aimé par certains supporters du Real parce qu'il représente une certaine idée du Real Madrid, une certaine image du Real Madrid. Du coup voilà, c'est vrai que cette notion d'un bon entraîneur qui serait un entraîneur qui surperforme, il faut peut-être la nuancer. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Surtout mentionner le fait que les entraîneurs des grands clubs, ce sont de bons entraîneurs, mais ce n'est pas forcément des entraîneurs qui surperforment, étant donné qu'on s'attend à ce que leur club termine à la première place du championnat.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. L'élément central, c'est vraiment que l'immense majorité des entraîneurs n'a qu'une influence très limitée, voire pas d'influence du tout sur les résultats de leurs équipes, surtout si on parle du moyen et du long terme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu et nous, on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!